Inès Marchand était une de ces jeunes femmes qui entraient dans une pièce et attiraient immédiatement tous les regards. À 21 ans, elle avait déjà accompli plus que beaucoup à son âge. Elle étudiait la psychologie dans une université renommée d'une ville allemande de taille moyenne, travaillait à temps partiel dans une librairie branchée et rêvait de devenir un jour thérapeute pour aider les personnes ayant vécu des relations difficiles. L'ironie de cette ambition devait se révéler cruelle, car Inès elle-même n'avait aucune idée qu'elle était déjà au cœur de l'une des relations les plus dangereuses de sa vie. À ses côtés se tenait Sarah André, sa meilleure amie depuis le lycée. Les deux étaient inséparables. Où Inès allait, Sarah n'était jamais loin. Elle partageait des secrets, des rêves, des peurs et ces moments spéciaux que seuls les meilleurs amis peuvent comprendre. Sarah était un peu plus calme qu'Inès, mais tout aussi intelligente et ambitieuse. Elle étudiait le design graphique et avait déjà effectué plusieurs stages dans de grandes agences de publicité. Ensemble, elles formaient le duo parfait, une amitié qui semblait indestructible vue de l'extérieur. Mais il y avait quelqu'un qui n'appréciait pas cette amitié, quelqu'un qui la considérait comme une menace. Son nom était Nathan Dubois, et c'était l'ex-petit ami d'Inès. Les deux s'étaient rencontrés 3 ans auparavant lors d'une fête étudiante. Nathan avait alors 22 ans, était charmant, séduisant et semblait être le partenaire parfait. Il étudiait l'administration des affaires et travaillait à temps partiel dans le département marketing d'une entreprise de taille moyenne. À première vue, il ressemblait à l'homme idéal dont beaucoup de jeunes femmes rêvaient. Il était poli avec Emma, la mère d'Inès, apportait des fleurs quand il venait en visite et parlait de projets d'avenir comme s'ils étaient déjà gravés dans le marbre. Mais derrière cette façade impeccable se cachait un côté plus sombre. Nathan était possessif. Au début, Inès l'avait interprété comme un signe de son amour. S'il voulait savoir où elle était, avec qui elle parlait, ce qu'elle faisait, c'était seulement parce qu'il s'inquiétait, n'est-ce pas? S'il lui disait qu'elle ne devrait pas porter certains vêtements parce que d'autres hommes la regarderaient, c'était seulement parce qu'il voulait la protéger, n'est-ce pas? Inès se convainquait de ces choses jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus faire la différence entre l'amour et le contrôle. Sarah l'avait vu dès le début. Elle n'aimait pas Nathan. Ce n'était pas seulement une intuition, c'était des comportements concrets qui l'inquiétaient. La façon dont il fixait Inès quand elle parlait avec d'autres. Les commentaires subtils qu'il laissait échapper pour la rabaisser. Les messages qu'il envoyait quand Inès ne répondait pas immédiatement. Sarah en avait parlé plusieurs fois avec Inès, mais son amie défendait Nathan à chaque fois. L'amour rend aveugle, et Inès était devenue aveugle. Après 2 ans, la relation devint de plus en plus tendue. Nathan commença à contrôler le téléphone d'Inès. Il se présentait à l'improviste à son université pour vérifier si elle y était vraiment. Il l'accusait de le tromper, sans aucune preuve. Les disputes devenaient plus fréquentes et plus intenses. Plusieurs fois, Inès tenta de mettre fin à la relation, mais Nathan réussissait à chaque fois à la reconquérir. Il pleurait, promettait de changer, jurait qu'il ne pouvait pas vivre sans elle. Et à chaque fois, Inès le croyait parce qu'elle voulait voir le bien en lui. Il y a 6 mois, Inès avait finalement trouvé le courage de vraiment rompre. C'était après une dispute particulièrement violente au cours de laquelle Nathan lui avait crié dessus et avait frappé le mur avec son poing. Il ne l'avait pas touché, mais la menace était claire. Inès s'était réfugiée chez Sarah, avait pleuré toute la nuit et le lendemain matin avait envoyé un message à Nathan disant que c'était fini. Pas de discussion, pas de seconde chance. C'était définitif. Nathan avait d'abord réagi calmement, trop calmement. Il avait répondu qu'il comprenait, qu'il respectait sa décision et qu'il ne lui souhaitait que le meilleur. Inès était soulagée. Peut-être avait-il vraiment compris. Peut-être pouvait-elle enfin continuer à vivre. Mais Nathan n'avait nullement abandonné. Il avait simplement changé de stratégie. Au lieu d'être offensif, il devint subtil. Il commença à suivre Inès en ligne. Il créa de faux profils pour surveiller ses activités sur les réseaux sociaux. Il apparaissait dans des endroits où il savait qu'elle serait, toujours avec une excuse, expliquant pourquoi il se trouvait là par hasard. Sarah le remarqua en premier.
Elle vit Nathan un soir dans un café où elle et Inès s'asseyaient souvent ensemble. Il était assis dans un coin, le regard fixé sur Inès, sans rien commander. Quand Sarah l'interpella à ce sujet, il prétendit attendre un ami. Mais Sarah ne le crut pas. Elle en parla à Inès, et pour la première fois depuis des mois, elle vit une vraie peur dans les yeux de sa meilleure amie. Elles envisagèrent d'aller à la police, mais sans menace concrète ou harcèlement, la police ne pourrait probablement rien faire. Alors, elles décidèrent d'être prudentes et d'éviter Nathan. Les semaines passèrent, et Nathan semblait avoir vraiment disparu. Inès commença à se détendre. Elle se concentra de nouveau sur ses études, passa plus de temps avec Sarah et se sentit vraiment libre pour la première fois depuis longtemps. Son 21e anniversaire approchait, et elle avait décidé de le fêter en grand. Une fête avec des amis proches, de la bonne nourriture, de la musique et peut-être quelques verres. Sarah l'aidait dans les préparatifs et était tout aussi excitée qu'Inès elle-même. Mais ce qu'aucune des deux ne savait, c'est que Nathan se cachait tout ce temps dans l'ombre. Il n'avait pas abandonné, il avait attendu. Et l'anniversaire d'Inès devait être le jour où son obsession allait dégénérer en quelque chose d'inimaginable. Dans sa perception tordue, Inès lui appartenait, et s'il ne pouvait pas la voir, alors personne ne devrait la voir. Le 21 mars était une journée de printemps radieuse. Le soleil brillait à travers les nuages, et une légère brise portait le parfum des fleurs fraîchement écloses dans les rues de la ville. Inès se réveilla ce matin-là avec un sourire. 21 ans. Pour elle, cela ressemblait à un nouveau départ. La relation toxique avec Nathan était derrière elle, ses études allaient bien, et elle avait des amis qui l'aimaient et la soutenaient. Aujourd'hui, elle allait célébrer ce nouveau chapitre de sa vie. Sa mère Emma avait déjà appelé tôt le matin pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Les deux avaient une relation étroite, même si Emma vivait dans une autre ville et ne pouvait venir en visite que rarement. Elle avait conseillé à Inès d'être prudente et de ne pas trop boire. Les mères, quoi. Inès avait ri et promis d'être raisonnable. Elle savait qu'Emma s'inquiétait encore à cause de Nathan, même si Inès lui avait assuré qu'il avait disparu de sa vie. Sarah arriva vers midi, les bras chargés de sacs de courses. Elles avaient décidé d'organiser la fête dans le petit appartement d'Inès. Rien d'extravagant, juste un groupe confortable d'environ 15 amis. Sarah avait apporté des ballons, des guirlandes et un gâteau fait maison. Les deux passèrent l'après-midi à décorer l'appartement, à choisir de la musique et à parler de tout et de rien. C'était un de ces moments parfaits où tout semble juste. Vers 18h, les premiers invités commencèrent à arriver. Des amis de l'université, des collègues de la librairie, quelques anciens camarades de classe. L'ambiance était joyeuse. Quelqu'un avait apporté une enceinte Bluetooth. Et bientôt, le petit appartement se remplit de rires, de conversations et de musique. Inès portait une nouvelle robe que Sarah lui avait offerte pour son anniversaire. Elle était bleu foncé, élégante, et la faisait se sentir confiante. Elle avait l'air heureuse, et elle l'était. Mais pendant qu'Inès fêtait son anniversaire, quelqu'un observait de loin. Nathan se tenait de l'autre côté de la rue, caché derrière un camion de livraison garé. Il savait qu'Inès avait son anniversaire aujourd'hui. Bien sûr qu'il le savait. Il avait compté chaque jour depuis leur séparation, chaque moment qu'elle avait passé sans lui. Dans sa logique tordue, c'était une trahison. Elle n'avait pas le droit d'être heureuse pendant qu'il souffrait. Il n'avait pas eu l'intention de venir, du moins c'est ce qu'il se disait. Mais la pensée qu'elle riait, dansait et s'amusait là-dedans, sans lui, était insupportable. Alors il était venu, juste pour regarder, se disait-il, juste pour s'assurer qu'elle allait bien. Mais plus longtemps il restait là, plus la colère montait en lui. Il voyait à travers la fenêtre comment Inès souriait, comment elle embrassait Sarah, comment elle parlait avec d'autres hommes. Chaque rire, chaque contact se sentait comme un coup de couteau. Vers 21h, Nathan décida de s'approcher. Il traversa la rue et se positionna dans une entrée d'immeuble d'où il avait une meilleure vue. Son cœur s'emballait, ses mains tremblaient. Il savait que ce qu'il faisait était mal, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Il était accro à elle,
au contrôle qu'il avait autrefois sur elle. Et cette addiction le poussait vers des décisions de plus en plus imprudentes. Sarah sortit sur le balcon pour prendre l'air frais. Elle ne fumait normalement pas, mais lors des fêtes, elle se permettait parfois une cigarette. Pendant qu'elle se tenait là et regardait la rue, elle remarqua une silhouette dans l'ombre. Son instinct lui dit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle plissa les yeux, essayant de reconnaître qui se tenait là. Et puis, elle le vit. Nathan. Son sang se glaça. Elle se retourna immédiatement et retourna dans l'appartement. Elle devait trouver Inès, devait lui dire que Nathan était dehors. Mais alors qu'elle naviguait à travers la foule, elle fut arrêtée par un ami qui voulait absolument lui parler de quelque chose d'insignifiant. Sarah essaya d'être polie, mais ses pensées s'emballaient. Elle devait aller voir Inès. Après quelques minutes, elle s'excusa et se fraya un chemin à travers les invités. Inès se tenait dans la cuisine et servait du vin. Elle riait d'une blague que quelqu'un venait de raconter. Sarah posa une main sur son épaule et la tira à l'écart. Son expression était sérieuse, presque paniquée. Le sourire d'Inès disparut immédiatement. Elle connaissait ce regard. Quelque chose s'était passé. Sarah lui chuchota que Nathan était dehors, qu'il les observait. Le visage d'Inès devint pâle. Elle posa le verre de vin, ses mains tremblaient. Devrait-elle appeler la police? Mais que dirait-elle? Il se tenait dans la rue. Ce n'était pas un crime. Devrait-elle le confronter? Non, ce serait trop dangereux. Inès respira profondément et essaya de rester calme. Elle décida de laisser la fête continuer comme si de rien n'était. Peut-être que Nathan partirait simplement s'il voyait qu'elle l'ignorait. Mais Nathan ne partit pas. Il resta là, dans l'ombre, et continua à observer. Et à chaque minute qui passait, son obsession grandissait. Dans sa tête, des scénarios commençaient à se former. Des scénarios sombres, des scénarios dangereux. Et pendant qu'Inès et Sarah essayèrent de sauver la soirée, aucune des deux ne se doutait à quel point la catastrophe était déjà proche. La fête continua, mais l'atmosphère avait changé. Inès essayait de ne rien laisser paraître, continuait à sourire, à discuter avec ses invités, mais son cœur battait si vite qu'elle pensait qu'il allait sortir de sa poitrine. Sarah restait tout le temps près d'elle, jetait sans cesse des regards vers la fenêtre, vérifiait si Nathan se tenait encore dehors. Chaque fois qu'elle regardait, il était encore là, comme une statue, immobile, observé. Vers 22 heures, certains invités décidèrent de partir. C'était un jour de semaine, et beaucoup devaient se lever tôt le lendemain matin. Inès dit poliment au revoir à chacun, les embrassa, les remercia d'être venus. Mais intérieurement, elle souhaitait que personne ne parte. Moins il y avait de personnes dans l'appartement, plus elle se sentait vulnérable. Sarah sentit cela et resta fermement à ses côtés. Alors que la porte se fermait, après le départ d'un autre groupe, Sarah se tourna vers Inès et dit doucement qu'elle devrait appeler la police. Inès hésita. Que dirait-elle? Un ex-petit ami se tient dans la rue. Ce n'était pas illégal. La police viendrait probablement, parlerait avec lui, et il prétendrait simplement être là par hasard. Ensuite, il partirait, et plus tard, quand la police serait partie, il reviendrait peut-être. Ou pire encore, il se mettrait en colère et ferait quelque chose d'inconsidéré. Les pensées d'Inès s'emballaient. Elle se sentait coincée entre la peur de Nathan et la peur d'une réaction excessive. Peut-être partirait-il vraiment simplement. Peut-être que sa présence n'était qu'une dernière tentative désespérée d'attirer son attention. Peut-être devrait-elle simplement attendre. Cet espoir s'accrochait à elle comme un noyé à une épave. Mais Nathan avait d'autres projets. Il en avait assez vu, assez attendu. Dans sa tête, les pensées s'étaient condensées en un tourbillon sombre. Il ne pouvait plus rester passif. Il devait agir. Il devait montrer à Inès qu'elle avait fait une erreur en le quittant. Il devait lui montrer que personne ne pouvait simplement le jeter comme ça. Il quitta son poste et se dirigea vers la porte d'entrée de l'immeuble. C'était un bâtiment ancien et les mesures de sécurité étaient minimales. Il appuya sur plusieurs sonnettes en même temps et après quelques secondes, le bourdonnement retentit, ouvrant la porte.
Quelqu'un l'avait laissé entrer sans demander qui il était. Nathan entra et commença à monter les escaliers. L'appartement d'Inès était au 3e étage. En haut, dans l'appartement, le nombre d'invités avait encore diminué. Il ne restait qu'environ 8 personnes, dont Sarah et Inès. La musique jouait encore, mais plus doucement maintenant. Certaines personnes étaient assises sur le canapé et discutaient, d'autres se tenaient dans la cuisine. Inès essayait de se détendre, mais elle n'y arrivait pas. Elle sentait que quelque chose n'allait pas, mais ne pouvait pas le saisir. Puis on frappa à la porte. Tout le monde dans la pièce se tut. Inès et Sarah échangèrent un regard inquiet. Qui frappait à cette heure? La plupart des invités avaient simplement sonné ou étaient annoncés. Ce coup était différent, déterminé, exigeant. Sarah alla à la porte et regarda à travers le judas. Son cœur manqua un battement. Nathan. Il se tenait directement devant la porte, les mains dans les poches, le regard droit devant. Sarah se retourna et chuchota à Inès que c'était Nathan. La panique se répandit sur le visage d'Inès. Que devrait-elle faire? Si elle n'ouvrait pas la porte, il ferait plus de bruit, réveillerait peut-être les voisins, ferait une scène. Si elles ouvraient la porte, qui savait ce qu'ils feraient? Un des invités masculins, un camarade d'université nommé Tom, s'avança et demanda ce qui se passait. Sarah lui expliqua la situation. Tom était un grand homme costaud qui jouait au rugby. Il dit qu'il parlerait avec Nathan, lui ferait comprendre qu'il devait partir. Inès hocha la tête avec hésitation. C'était peut-être la meilleure solution. Tom ouvrit la porte, mais seulement d'un petit espace, la chaîne de sécurité encore accrochée. Nathan se tenait là, son visage sans expression. Il demanda calmement s'il pouvait parler avec Inès. Tom répondit que ce n'était pas une bonne idée, qu'Inès ne voulait pas lui parler et qu'il devait partir maintenant. Nathan sourit. Ce n'était pas un sourire amical, c'était froid, calculateur. Il dit qu'il voulait juste lui parler brièvement, juste 1 minute, puis il partirait. Tom resta ferme et répéta que Nathan devait partir. Pendant un moment, il sembla que Nathan céderait. Il hocha la tête. Comme s'il avait compris, se retourna et fit quelques pas dans le couloir. Tom expira avec soulagement et voulut fermer la porte. Mais ensuite, Nathan se retourna brusquement, courut vers la porte et se jeta contre elle de toutes ses forces. La chaîne de sécurité se rompit et la porte s'ouvrit brusquement. Tom fut repoussé et trébucha. Nathan se précipita dans l'appartement. Son regard était sauvage, sa respiration lourde. Il cherchait Inès, et quand il la vit, debout derrière Sarah, le visage plein de peur, il ressentit un mélange de colère et de désespoir. Il n'avait pas eu l'intention d'aller si loin, mais maintenant qu'il était là, il n'y avait plus de retour en arrière. La situation avait échappé à tout contrôle, et Nathan avait perdu toute capacité de penser rationnellement. Le chaos éclata. Les invités restants crièrent, certains essayèrent de courir vers la porte, d'autres se figèrent de choc. Tom se redressa et essaya d'arrêter Nathan, mais celui-ci le poussa sur le côté avec une force surprenante. Nathan n'avait qu'un seul objectif en vue. Inès. Elle se tenait à l'autre bout de la pièce, Sarah devant elle comme un bouclier protecteur. Ses yeux étaient grands ouverts, remplis d'une peur plus profonde que tout ce qu'elle avait jamais ressenti auparavant. Ce n'était pas l'homme qu'elle avait autrefois aimé. C'était un étranger, poussé par une obsession sombre. Nathan cria son nom. Sa voix était rauque, désespérée. Il dit qu'elle devait l'écouter, qu'elle devait comprendre qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, qu'elle avait fait une erreur. Ses mots se bousculaient, n'avaient guère de sens. Sarah lui cria de partir, de laisser appeler la police avant qu'il ne fasse quelque chose qu'il regretterait. Mais Nathan n'écoutait pas. Il n'entendait plus rien sauf la voix dans sa tête qui lui disait qu'il devait reprendre le contrôle. Tom et un autre invité essayèrent à nouveau d'arrêter Nathan. Ils le saisirent par les bras, essayèrent de le traîner vers la porte. Pendant un moment, cela sembla fonctionner. Nathan se débattait, mais les 2 hommes étaient forts. Mais alors quelque chose se produisit que personne n'avait prévu. Nathan plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit un couteau.
Ce n'était pas un grand couteau, juste un simple couteau de cuisine, mais à ce moment-là, il semblait être une arme mortelle. Les hommes lâchèrent immédiatement prise et reculèrent. Quelqu'un cria. Une femme commença à pleurer. Inès sentit ses jambes céder, mais Sarah la tint fermement, la soutint. Nathan se tenait maintenant au milieu de la pièce, le couteau dans sa main tremblante, son regard fixé sur Inès. Il dit qu'il ne voulait faire de mal à personne, qu'il voulait juste lui parler. Mais la présence de l'arme rendait ces mots sans signification. Sarah essaya de négocier. Elle dit d'une voix calme mais ferme que Nathan devrait poser le couteau, qu'il pourrait alors parler calmement. Elle mentait. Elle n'avait pas l'intention de le laisser s'approcher d'Inès, mais elle devait gagner du temps. Quelqu'un avait déjà appelé la police. Elle devait juste tenir, jusqu'à ce que l'aide arrive. Mais Nathan n'était pas stupide. Il voyait comment les gens sortaient de leur téléphone, voyait les regards désespérés qu'ils échangeaient. Il savait que le temps jouait contre lui. Il fit un pas vers Inès et Sarah. Sarah se positionna de manière protectrice devant son ami, leva les mains dans un geste d'apaisement. Elle le supplia d'être raisonnable, de réfléchir à ce qu'il faisait. Elle lui rappela qu'il avait toute sa vie devant lui, qu'il ne devrait pas tout jeter. Mais Nathan rit. C'était un rire amer, désespéré. Il dit que sa vie était déjà finie, au moment où Inès l'avait quitté. Puis il bougea soudainement rapidement. Il se précipita en avant, essayant de pousser Sarah sur le côté pour atteindre Inès. Sarah se défendit, cria, essaya de le repousser. Dans la bagarre, cela arriva. Le couteau que Nathan tenait encore dans sa main frappa Sarah. Une fois d'abord, puis encore une fois. Cela arriva si vite que personne ne put réagir. Sarah chancela vers l'arrière, sa main sur son côté, du sang suintait entre ses doigts. Son visage montrait l'incrédulité, puis la douleur. Inès cria, un cri qui venait des profondeurs les plus profondes de son âme. Elle rattrapa Sarah alors qu'elle s'effondrait, la tint fermement, la supplia de rester avec elle. Sarah essaya de parler, mais les mots ne sortaient qu'en chuchotement. Inès pleura, ses larmes se mêlant au sang de sa meilleure amie. Les autres invités se tenaient comme paralysés, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Nathan se tenait au-dessus d'elle, le couteau ensanglanté toujours dans sa main. Son expression avait changé. La colère avait disparu, remplacée par une sorte de confusion vide. Il fixait Sarah, puis Inès, puis le couteau. C'était comme s'il se réveillait d'un cauchemar, seulement pour découvrir que le cauchemar était réel. Il n'avait pas eu l'intention de blesser Sarah, il voulait juste récupérer Inès. Mais maintenant tout était fini. Inès leva les yeux vers lui, son visage déformé de haine et de chagrin. Elle lui cria ce qu'il avait fait, pourquoi il avait blessé Sarah. Nathan ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Au lieu de cela, il bougea à nouveau, cette fois vers Inès. Elle essaya de reculer, mais elle ne pouvait pas lâcher Sarah. Et puis, dans un moment de désespoir et de folie absolue, Nathan fit l'impensable. Il enfonça le couteau à nouveau. Cette fois, il frappa Inès. La pièce sembla s'arrêter. Les cris se turent. Tout ce qu'on pouvait entendre, c'était la respiration superficielle d'Inès et le son lointain des sirènes qui se rapprochaient. Nathan laissa tomber le couteau. Il cliqueta sur le sol. Il recula, fixa ses mains ensanglantées, les deux femmes étendues devant lui sur le sol. Puis, sans un autre mot, il se retourna et sortit de l'appartement en courant. La police arriva quelques minutes plus tard. Ils trouvèrent une scène de dévastation totale. Deux jeunes femmes, saignant sur le sol, entourées de témoins choqués. Les ambulanciers arrivèrent et essayèrent désespérément de sauver les deux. Mais il était trop tard. Sarah André mourut encore sur les lieux du crime. Inès Marchand fut transportée à l'hôpital, lutta pendant 1 heure avant de succomber elle aussi à ses blessures. Son 21e anniversaire, le jour qui aurait dû être un nouveau départ, devint le jour de sa mort. Nathan descendit les escaliers en courant, ses pas résonnant dans la cage d'escalier vide. Son esprit était un tourbillon de panique et de désespoir. Qu'avait-il fait ? Les images d'Inès et Sarah saignant sur le sol se gravaient dans son cerveau, mais il ne pouvait pas y penser maintenant. Il devait partir, il devait disparaître. Quand il quitta le bâtiment, il entendit déjà les sirènes.
Elles étaient proches, beaucoup trop proches. Il tourna dans une ruelle latérale, essaya de se cacher dans les ombres. Sa respiration était lourde. Son cœur battait si fort qu'il pensait que tout le monde pouvait l'entendre. Les rues étaient relativement vides à cette heure, mais quelques passants passaient. Ils lui jetaient des regards étranges, peut-être à cause du sang sur ses mains, sur sa veste. Il essaya de cacher ses mains dans ses poches, de garder la tête baissée. La police avait lancé une chasse à l'homme en quelques minutes. Les témoins dans l'appartement avaient identifié Nathan, donné son nom, donné sa description. Chaque voiture de patrouille de la ville reçut l'ordre de rechercher un homme de 25 ans aux cheveux blonds, d'environ 1,80 m. Sa photo, provenant de profils de réseaux sociaux, fut distribuée à tous les agents. Nathan Dubois était officiellement en fuite. Pendant ce temps, les ambulanciers luttaient désespérément pour sauver la vie des deux jeunes femmes. Sarah était déjà décédée sur les lieux. Les coups de couteau avaient touché des organes vitaux et la perte de sang avait été trop massive. Inès fut transportée avec des lumières bleues clignotantes à l'hôpital le plus proche. Les médecins et infirmières travaillaient fiévreusement, essayant d'arrêter l'hémorragie, de stabiliser ses fonctions vitales. Mais les blessures étaient trop graves. À 23h37, Inès Marchand fut déclarée morte. Son 21e anniversaire n'avait duré que quelques heures. La nouvelle des meurtres se répandit rapidement. La police devait informer les familles. Emma Laurent, la mère d'Inès, reçut l'appel vers minuit. Elle dormait déjà quand son téléphone sonna. Une voix calme et professionnelle à l'autre bout de la ligne demanda si elle était Emma Laurent, la mère d'Inès Marchand. Le cœur d'Emma commença à battre la chamade. On n'appelle pas au milieu de la nuit pour annoncer de bonnes nouvelles. Le policier lui demanda de s'asseoir. Puis il lui dit que sa fille avait été victime d'un crime violent et que malgré tous les efforts, elle était décédée. Emma entendit les mots, mais ils n'avaient aucun sens. Décédée? Inès? Ce ne pouvait pas être vrai. Elle lui avait parlé ce matin même, lui avait souhaité son anniversaire. Inès était jeune, pleine de vie. Comment pouvait-elle être morte? Le policier lui expliqua ce qui s'était passé. Une altercation pendant sa fête d'anniversaire. Un ex-petit ami. Un couteau. 2 victimes. Emma ne put plus écouter. Le téléphone tomba de sa main. Elle s'effondra. Des cris de désespoir résonnèrent dans sa maison vide. Sa fille, son unique enfant, était morte. Assassinée. Le jour de son anniversaire. Nathan était entre-temps à plusieurs kilomètres de l'appartement. Il s'était déplacé à pied à travers la ville, restant toujours dans les ombres, toujours vigilant. Il savait qu'il ne resterait pas libre longtemps. La police vérifierait son appartement, ses lieux de fréquentation connus, contacterait sa famille. Il n'avait nulle part où se cacher. Il était piégé dans une situation dont il n'y avait pas d'échappatoire. Vers 2 heures du matin, Nathan atteignit un parc en périphérie de la ville. Il s'assit sur un banc, épuisé, confus, désespéré. La réalité de ce qu'il avait fait commençait lentement à pénétrer. Il avait tué 2 personnes. Sarah, qui ne lui avait jamais rien fait, et Inès, la femme qu'il prétendait aimer. Comment en était-il arrivé là? Comment avait-il perdu le contrôle si complètement? Il pensa à sa famille. Ses parents l'apprendraient bientôt. Il serait horrifié, honteux, anéanti. Il pensa à son avenir, qui n'existait plus maintenant. Il passerait le reste de sa vie en prison, ou pire. L'Allemagne n'avait certes pas de peine de mort, mais la prison à vie était une possibilité réelle. Et même s'il sortait un jour, il serait connu pour toujours comme un meurtrier. La police le trouva peu avant l'aube. Une voiture de patrouille passait routinièrement par le parc et avait remarqué la silhouette solitaire sur le banc. Quand ils s'approchèrent et le comparèrent avec la photo, ils surent immédiatement qu'ils avaient trouvé leur homme. Nathan n'offrit aucune résistance. Il était trop fatigué, trop brisé. Quand les menottes cliquetèrent autour de ses poignets, il ressentit presque quelque chose comme du soulagement. La fuite était terminée. Maintenant, il devrait payer pour ce qu'il avait fait. Il fut emmené au poste de police où il fut officiellement arrêté et accusé de double meurtre.
La nouvelle de son arrestation se répandit rapidement. Les médias s'emparèrent de l'histoire. 2 jeunes femmes assassinées pendant une fête d'anniversaire. Un ex-petit ami jaloux. C'étaient tous les éléments d'une tragédie qui attirerait l'attention du public. Dans les jours qui suivirent, les détails de l'affaire furent révélés. Les témoins donnèrent leurs déclarations, décrivirent la violence, la panique, l'impuissance. L'examen médico-légal confirma que le couteau trouvé sur les lieux du crime était l'arme du meurtre et que les empreintes digitales de Nathan y étaient présentes. Il n'y avait aucun doute sur sa culpabilité. Les preuves étaient accablantes. Emma Laurent dut identifier sa fille. Ce fut le pire moment de sa vie. Quand elle vit le corps sans vie d'Inès, elle s'effondra à nouveau. Ce n'était pas sa fille. Ce ne pouvait pas être son Inès vivante, riante, pleine d'espoir. Mais c'était elle. Et Emma devrait vivre avec cette image pour le reste de sa vie. Les funérailles eurent lieu 1 semaine plus tard. Des centaines de personnes vinrent faire leurs adieux. Amis, familles, camarades d'université, collègues. Tous étaient choqués, tristes, en colère. 2 vies avaient été inutilement éteintes et la communauté pleurait ensemble. Nathan était déjà à ce moment-là en détention provisoire et attendait son procès. Le procès contre Nathan Dubois commença 6 mois après les meurtres. Les préparatifs avaient duré des mois. Les témoins devaient être entendus. Les preuves devaient être sécurisées et analysées. Pour Emma Laurent, ces 6 mois semblèrent une éternité. Chaque jour, elle se réveillait et devait se rappeler que sa fille n'était plus en vie. Chaque jour, elle devait vivre avec la connaissance que la vie d'Inès avait été violemment terminée le jour de son anniversaire. La salle d'audience était remplie à craquer ce premier jour de procès. Journalistes, proches des victimes, connaissances et de nombreuses personnes qui avaient suivi l'histoire dans les médias et voulaient voir la justice être rendue. Nathan fut introduit menotté. Il avait maigri, son visage était pâle et creusé. Il évita le contact visuel avec les personnes présentes, surtout avec Emma, qui était assise au premier rang, les mains fermement jointes sur ses genoux. L'accusation était claire. Double meurtre. Le ministère public présenta les preuves, qui étaient accablantes. Les témoignages des invités de la fête furent lus. Chacun d'eux décrivit la même scène. Nathan qui pénétra violemment dans l'appartement, le couteau qu'il sortit, la façon dont il attaqua Sarah puis Inès. Les preuves médico-légales confirmèrent que les coups de couteau avaient causé la mort des 2 femmes et que Nathan était le coupable. La défense tenta de plaider un état de responsabilité diminué. Ils argumentèrent que Nathan était dans un état émotionnel extrême, une sorte de psychose temporaire, déclenchée par la séparation d'avec Inès. Ils amenèrent un psychologue comme témoin, qui déclara que Nathan souffrait d'un trouble de la personnalité avec des traits obsessionnels. Mais le ministère public réfuta rapidement cette argumentation. Ils montrèrent que Nathan avait apporté l'arme, qu'il était allé à l'appartement, qu'il avait pris des décisions conscientes. Ce n'était pas un moment spontané d'irresponsabilité. C'était un acte conscient. Particulièrement émouvant fut le moment où Emma Laurent fut appelée comme témoin. Elle s'approcha du pupitre avec des jambes tremblantes. Sa voix était basse, mais ferme. Elle parla d'Inès, de la fille qu'elle avait élevée, de la femme qu'elle était devenue. Elle parla des rêves qu'Inès avait eus, de l'avenir qui lui avait été volé. Elle parla de Sarah, une jeune femme qui avait seulement essayé de protéger son amie et qui avait payé de sa vie. Puis Emma dirigea son regard directement vers Nathan. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais aussi de colère. Elle dit qu'aucune punition ne serait jamais suffisante pour ce qu'il avait fait. Elle dit qu'il n'avait pas seulement pris 2 vies, mais aussi détruit la vie de tous ceux qui aimèrent ces 2 femmes. Elle dit qu'elle ne lui pardonnerait jamais et qu'elle espérait qu'il vivrait le reste de sa vie avec le poids de ses actes. Nathan baissa la tête. Des larmes coulèrent sur ses joues. Il murmura des excuses, mais les mots sonnaient creux, sans signification. Comment pouvait-on s'excuser pour quelque chose comme ça? Comment pouvait-on jamais réparer ce qu'il avait fait? La réponse était simple. On ne pouvait pas. Après plusieurs semaines de procès, le jury arriva à un verdict clair. Coupable. Coupable de double meurtre.
coupable de coups et blessures ayant entraîné la mort, coupable de tous les chefs d'accusation. Quand le verdict fut prononcé, Emma éclata en larmes. Ce n'était pas du soulagement qu'elle ressentait, mais un vide profond et douloureux. La justice avait été rendue, mais cela ne ramènerait pas Inès. Le juge prononça la sentence quelques jours plus tard. Prison à vie, sans possibilité de libération anticipée pendant au moins 25 ans. Nathan passerait la majeure partie de sa vie derrière les barreaux. Pour beaucoup, c'était une punition appropriée. Pour d'autres, en particulier pour Emma, aucune punition ne serait jamais suffisante. Nathan fut transféré dans une prison de haute sécurité. Là, il passerait ses jours, entouré d'autres criminels violents, séparé de la société, isolé de tout ce qu'il avait autrefois connu. Les premiers mois furent les plus difficiles. Il fut évité par les autres détenus. Beaucoup d'entre eux méprisaient les meurtriers, en particulier ceux qui avaient tué des femmes. Nathan vivait dans la peur, mais peut-être était-ce exactement ce qu'il méritait. Emma essaya de reconstruire sa vie. Mais comment reconstruire une vie quand la chose la plus importante en elle a été prise? Elle commença à travailler avec une thérapeute, essaya de traiter son chagrin. Elle devint membre d'un groupe d'entraide pour parents ayant perdu leurs enfants à cause de crimes violents. Elle y trouva des personnes qui comprenaient ce qu'elle traversait, qui partageaient son chagrin. Avec le temps, Emma commença à parler publiquement de la violence domestique et des relations toxiques. Elle donna des conférences dans les écoles et les universités, raconta l'histoire d'Inès, mit en garde les jeunes contre les dangers des partenaires obsessionnels et contrôlants. Elle voulait que la mort d'Inès ne soit pas en vain. Elle voulait que d'autres puissent apprendre de cette tragédie. Les signes d'avertissement d'une relation toxique sont souvent subtils, mais ils sont là. La jalousie extrême, le besoin de contrôler chaque aspect de la vie du partenaire, l'isolement des amis et de la famille, l'agression verbale ou physique, le besoin de savoir constamment où se trouve le partenaire et avec qui il parle. Ces comportements commencent souvent petits, presque imperceptibles, puis s'intensifient lentement. Inès avait vu ces signes, avait essayé de partir, mais Nathan n'avait pas pu la laisser partir. Pour les personnes qui se trouvent dans des situations similaires, il existe de l'aide. En Allemagne, il existe de nombreuses organisations qui offrent un soutien. Le téléphone d'aide aux victimes de violences est disponible 24 heures sur 24 au 0 80001 16016. L'anneau blanc offre une aide aux victimes au 1 16006. Il existe des foyers pour femmes, des centres de conseil, un soutien juridique. Personne ne doit traverser une telle situation seul. Des années se sont écoulées depuis cette terrible nuit. Nathan est toujours en prison et le restera pendant de nombreuses années encore. Emma a appris à vivre avec sa perte, même si la douleur ne disparaîtra jamais complètement. La famille de Sarah André pleure également, essaie de garder vivant le souvenir de leur fille. L'histoire d'Inès Marchand et Sarah André est une tragédie, mais c'est aussi un avertissement. Elle montre où l'amour obsessionnel peut mener, comment le contrôle peut se transformer en violence, comment un seul moment peut tout détruire. Et elle nous rappelle combien il est important de reconnaître les signes, d'intervenir quand nous voyons que quelqu'un est en danger, et de ne jamais sous-estimer à quel point une personne peut devenir dangereuse quand elle a perdu le contrôle de sa vie. Inès voulait devenir thérapeute, voulait aider les personnes ayant vécu des relations difficiles. Ironiquement, elle est elle-même devenue victime de exactement ce qu'elle voulait comprendre. Sa mort était insensée, évitable et déchirante. Mais peut-être que son histoire peut sauver d'autres personnes. Peut-être que son héritage peut consister en ce que les jeunes apprennent à reconnaître les signes d'avertissement, à chercher de l'aide et à comprendre que le véritable amour n'inclut jamais le contrôle, la peur ou la violence. Le 21e anniversaire devrait être un jour de joie, un jour de célébration, un nouveau départ. Pour Inès, il est devenu la fin, mais son souvenir perdure, porté par sa mère, ses amis et tous ceux qui entendent son histoire et en tirent des leçons.